Discuter, nous avons la grande chance d'accueillir sur cette scène des personnalités qui vont nous apporter leurs éclairages. Je voudrais que vous remerciez et que vous accueilliez surtout très chaleureusement Madame Bérangère Couillard, présidente du Haut Conseil à l'égalité, Madame Marianne Barbalayani, présidente de l'Autorité des marchés financiers, Monsieur Pascal Huguet, directeur, je vois des femmes partout, de recherche au CNRS, et Madame Béatrice Kosowski, présidente d'IBM France. Merci de les accueillir. Bonjour, installez-vous là, je vous en prie. Où est Pascal Huguet? Pascal Huguet a disparu. Alors, nous avons un homme sur 7 qui disparaît. Est-ce bien normal? Qui a voulu le faire disparaître? Bon, eh bien écoutez, il nous rejoindra un jour, peut-être, ou pas. Je peux peut-être éventuellement parler à sa place, mais ça m'embêterait. Si quelqu'un a des nouvelles de Pascal Huguet, je suis preneuse. Mais mesdames, écoutez, on va discuter entre nous, n'est-ce pas? Merci d'être avec nous, en tous les cas, pour une table ronde. Je pense qu'il va aussi nous apprendre pas mal de choses. Et en tous les cas, encore une fois, nous allons revenir avec vous sur ces signaux faibles. Et alors, il y a un terme, alors il y a beaucoup de termes anglais, américains surtout, qui me fatiguent un peu. Mais justement, je voudrais parler de fatigue. On entend parler de gender fatigue. Est-ce que vous la ressentez, cette gender fatigue, en France? Qui veut commencer? Je vous en prie. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais avant toute chose déjà vous remercier pour l'organisation de cet événement et surtout aussi de nous permettre de parler de ces sujets. Pardonnez-moi, je vous interromps, mais Pascal Huguet est là. Pascal Huguet. Où étiez-vous, Pascal? On ne veut pas le savoir. Prenez le micro pour le dire, parce que sinon on va perdre une information importante. Les hommes qui sont présents dans la salle savent pourquoi je n'ai pas pu, alors que je savais qu'il fallait que je monte sur scène, faire autrement. Merci pour ce moment d'intimité. On est vraiment content de le savoir. On espère juste que vous êtes lavé les mains. Oh là là, c'est une bonne question. Non, pardon, on va reprendre un peu notre sérieux. Sans transition. Sans transition aucune. Gender fatigue ou pas en France? Alors, donc je vous confirme en effet une gender fatigue en France qui n'est pas d'ailleurs que française, qui est européenne, internationale, avec notamment un recul dont vous avez parlé sur vos propos introductifs que nous ressentons et une forme de non pas de désintérêt, mais disons que ça devient presque quelque chose qu'il faut cacher. Cacher au niveau dans le secteur privé, où on a un recul très net, avec un certain nombre de dirigeants qui, du coup, peuvent nous dire que les politiques RSE sont un peu compliquées aujourd'hui à mettre en place, que les moyens peuvent aujourd'hui être davantage limités. Et donc, c'est pourquoi c'est important aussi aujourd'hui que vous fassiez signer cette charte, parce que ça montre qu'il y a en France encore de nombreux dirigeants qui s'engagent sur les questions d'égalité et notamment dans le domaine de la finance. Donc je vous confirme, oui, qu'il y a une gender fatigue qui est très importante. Et inquiétante. Dans le milieu économique, mais aussi dans le milieu politique, où un certain nombre disent on a déjà beaucoup fait. Roland Lescure l'a rappelé tout à l'heure. Et du coup, ils nous disent bon, ça va maintenant. Oui, une certaine forme de lassitude, et on appelle ça le backlash, le retour de bâton. C'est ce que vous ressentez les uns les autres aussi. Je vous en prie, Madame IBM France. Je pense que évidemment on ne peut pas lâcher, on ne peut pas se lasser sur un sujet comme cela. Et merci pour tous les engagements très inspirants et les témoignages qu'on vient d'entendre. Dans la tech, en fait, on a fait des progrès, il y a des difficultés, on va revenir dessus. Pour autant, les enjeux sont colossaux. Donc, bien sûr, l'égalité, ça paraît une évidence. Maintenant, c'est un sujet de performance, c'est un sujet d'innovation. Ça a été démontré, c'est impossible d'être innovant si on n'a pas une pluralité de profils. À l'ère de l'IA, et merci d'avoir mentionné à ce point-là la technologie et l'IA tout à l'heure, parce que nous avons bien évidemment un combat commun. Je peux vous donner le témoignage d'IBM. Ça fait plus de 10 ans qu'on a un COMEX à parité. On arrive à recruter 41% de jeunes femmes dans nos recrutements. Je voudrais pouvoir vous dire 50%, mais c'est, en toute honnêteté, j'y suis pas, parce que dans le domaine technique,
on a du mal à contribuer pour que le total nous amène aux 50% et je suis confiante qu'on va y arriver. On va revenir aussi sur toutes ces méthodes aussi que vous avez, en tout cas les dispositifs que vous mettez en place pour attirer les jeunes filles chez IBM France. On va parler vraiment de choses très très concrètes. Madame Barbaï-Layani, pardonnez-moi, qu'est-ce que vous observez aussi, vous, à votre niveau? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un recul quand même de la pensée? Alors, ce que j'observe à mon niveau, à l'autorité des marchés financiers, c'est effectivement quelques signaux faibles. Alors, disons qu'il y a deux domaines très centraux sur lesquels nous avons un rôle. D'abord, la gouvernance des entreprises. Ça a déjà été évoqué. Je ne peux pas dire que de ce côté-là, on voit un recul. Ce qu'on voit, c'est quand même, notamment dans un pays comme la France, de vraies avancées en termes de parité dans les instances de gouvernance des entreprises. Alors, est-ce qu'il y a une gender fatigue? Oui, évidemment. Il y en avait dès le départ, hein, parce qu'on est né fatigué dans ce domaine-là. Donc, en fait, le départ, c'était... Christine Lagarde a dû nous quitter, malheureusement, donc je vais lui rendre un hommage, puisque quand elle était ministre à Bercy, a été créée par la loi Copé-Zimmermann, une obligation de parité dans les conseils d'administration, qui, évidemment, allait tuer le capitalisme français. Et donc, lorsque les patrons d'entreprise venaient la voir dans son bureau pour lui expliquer à quel point c'était impossible de trouver des femmes compétentes pour les boards, de mémoire, elle avait une petite liste qu'elle montrait et qui comportait un certain nombre de femmes dont il était, je suppose, assez difficile d'imaginer qu'elles n'étaient pas compétentes. Donc, j'ai une très bonne nouvelle à annoncer aujourd'hui. C'est que donc ça devait être en 2011, si je ne m'abuse. Donc 15 ans après, le CAC 40 ne s'est pas effondré. Il se porte même plutôt bien. Les entreprises ont survécu. Et alors, l'autre bonne nouvelle, et je salue le travail de Ethics and Boards, hein, qui a été présenté tout à l'heure, la parité est un gage de performance. C'est pour cela que nous, côté AMF, d'abord nous sommes maintenant compétents pour vérifier l'application de la directive Women on Board, et on le fera avec toute l'efficacité qui est la nôtre. Mais nous considérons que c'est une question importante pour les actionnaires. C'est pour ça que l'AMF se sent motivée et c'est pour ça qu'on lui a confié cette responsabilité de par la loi, parce qu'il est totalement documenté que les entreprises qui ont une meilleure parité sont plus performantes. C'est documenté par le FMI, et une étude du FMI, c'est documenté par une étude de BlackRock. Donc on n'est pas dans le... c'est à la fois venu du secteur privé et du secteur public. Alors je vais terminer sur le gender fatigue. Pourquoi est-ce que je trouve que c'est quand même un peu gros d'entendre parler de gender fatigue, oui, même si je terme comprends vous agace. ça. Ce terme est complètement incroyable parce que je dirais que les boys clubs se portent encore très très bien. Nous sommes en 2026 à Paris, en France, dans un pays très avancé. Il y a encore de très importants clubs du monde des affaires qui sont interdits aux femmes. Est-ce que quelqu'un s'en offusque? Je ne sais pas, est-ce que vous vous en offusquez, cher Pascal? Pascal? Bon, je sens que c'est ma fête. Ça va être votre fête, ça c'est sûr. Je l'accepte. Les absents ont toujours tort, vous le savez bien. On accepte tout pour cet anniversaire. Non, oui, mais... non, bien sûr que je n'accepte pas, évidemment. Et d'ailleurs, je vais montrer des résultats qui expliquent pourquoi j'ai aussi cette position. Très bien, on va effectivement le découvrir. Je voudrais qu'on revienne aussi sur l'état des lieux du sexisme en France. Qu'est-ce que vous observez aussi au Haut Conseil à l'égalité? Que vous disent un peu les enquêtes et les baromètres que vous faites? Alors déjà, rappeler peut-être rapidement ce que fait le Haut Conseil à l'égalité en une phrase. Hein. C'est une instance indépendante qui a été créée il y a maintenant 13 ans, qui du coup travaille sur un certain nombre de recommandations qu'elle remet au gouvernement, aux assemblées parlementaires, donc Assemblée nationale et Sénat. Et on travaille sur toutes les questions liées à l'égalité entre les femmes et les hommes et le droit des femmes dans les domaines très vastes, c'est-à-dire l'égalité professionnelle, les domaines culturels, les violences faites aux femmes, la diplomatie féministe, enfin tous les sujets sont traités. Et on a pour mission tous les ans de rendre un rapport sur l'état du sexisme en France autour de la journée du 25 janvier, qui est la journée la journée nationale de lutte contre le sexisme. Donc, c'est un rapport qui se base sur un baromètre qui a réalisé auprès de plus de 3000 Français.
Pascal, qui a activement d'ailleurs participé à la rédaction de ce rapport, aura l'occasion de parler davantage statistiques. Je salue d'ailleurs la présence aussi de Muriel Reus dans la salle, qui a activement participé aussi à ce rapport. Tout ça pour vous dire que oui, nous n'avons pas forcément de bonnes nouvelles, parce qu'il y a dans notre pays un certain nombre de Françaises et Français qui adhèrent à ce qu'on appelle le sexisme, mais il y a différents types de sexisme. Le sexisme paternaliste, qui est celui qui est largement accepté dans la société, qui est un sexisme qui est vu comme un sexisme, enfin comme quelque chose de protecteur, qui est très accepté donc dans la population, mais qui pour le coup n'en demeure pas moins qu'il y a quand même une domination masculine qui est assumée. Et donc, forcément, c'est aussi quelque chose qu'il faut combattre. Mais ce qui nous inquiète davantage, c'est le sexisme hostile. C'est-à-dire c'est un sexisme beaucoup plus violent qui, du coup, considère que les femmes sont inférieures aux hommes, qu'elles sont incompétentes et qu'il faut quelque part les mater. Et donc, ce n'est pas du tout marginal. Il faut savoir que dans l'enquête qui a été menée et avec les éléments qu'on a pu analyser avec l'aide notamment de Pascal Huguet, qui est directeur de recherche au CNRS, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il y a aujourd'hui donc 10 millions de Français qui adhèrent au sexisme hostile. Donc c'est pas du tout marginal. Un Français sur 6, quand même, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et quand je vous dis qui adhèrent au sexisme hostile, c'est-à-dire qui adhèrent à l'ensemble des affirmations. Ce n'est pas uniquement quelques affirmations. Et on a des affirmations qui promeuvent la culture du viol. Donc on a quand même un terreau extrêmement violent sur lequel, du coup, nous, on a des inquiétudes très importantes et notamment la montée du masculinisme dans notre pays. Mais je crois que j'aurai l'occasion d'en reparler. On peut en reparler. Et là, quand vous parlez des 10 millions, c'est quel profil? Alors, des jeunes, des moins jeunes? Alors, c'est 2 tiers d'hommes, 1 tiers de femmes. Donc ah il ne faut oui, pas quand croire même, que toutes les femmes soient des alliés. D'accord, on ne met pas Mesdames, que les hommes dans cette... Non, il n'y a pas que des hommes. Globalement, ce qui est inquiétant, c'est que le sexisme hostile a une adhésion plutôt de jeunes, c'est-à-dire des jeunes hommes qui vont adhérer davantage au sexisme hostile quand les hommes plus âgés vont d'abord être plutôt sur le sexisme paternaliste. Et donc, il y a une inquiétude qui est évidemment très grande parce qu'il y a un écart qui se creuse. On a une forme de continuité au Conseil d'égalité depuis 3 ans. Il y a 2 ans, le rapport sur l'état du sexisme en France traitait des racines du sexisme, c'est-à-dire à l'éducation de nos parents, c'est-à-dire on n'élève pas nos filles et nos garçons de la même manière. Ensuite, l'accompagnement à l'école est différent, c'est-à-dire qu'on n'accompagne pas les filles et les garçons de la même manière. Et vous l'avez dit déjà dans des propos qui ont été, ça a pu être dit un peu plus tôt, c'est qu'en fait, les jeunes filles et les jeunes hommes ne vont pas dans les mêmes filières. Et ensuite, il y a une explosion sur le net. Et l'année dernière, on a travaillé sur la polarisation, c'est-à-dire la différence de perception des femmes, des jeunes femmes et des jeunes hommes sur le sexisme. Et il y a un vrai fossé en fait entre les femmes et les hommes, les jeunes femmes et les jeunes hommes, où la quasi-totalité des femmes aujourd'hui sont féministes, c'est-à-dire 94% d'entre elles pensent qu'il est plus difficile d'être une femme qu'un homme, donc elles ont conscience. Et de toute façon, les chiffres parlent pour nous, c'est qu'il est plus difficile d'être une femme qu'un homme dans notre pays, alors que du coup, il y a seulement 67% des jeunes hommes qui y adhèrent. Et donc, on voit bien que du coup, il y a quand même un différentiel. Alors après, au Conseil d'égalité, on voit quand même toujours le verre à moitié plein. Et donc, c'est aussi parce qu'il y a des avancées significatives depuis de nombreuses années qu'il y a, malheureusement, cette attitude, cette réaction et cette attitude d'affrontement. Merci. En tous les cas, une chose est sûre, on va en avoir la preuve avec vous, Pascal Huguet. Les stéréotypes, ce n'est pas juste un débat d'opinion, c'est aussi des recherches et finalement un peu une structure cognitive. Vous allez nous expliquer un petit peu toute votre méthode parce que justement ce que vous évoquiez, Bérengère Couillard, vous êtes allé le creuser, de manière très scientifique, pour apporter des preuves très scientifiques en interrogeant des milliers, voire des millions de personnes. Racontez-nous un petit peu ce que vous avez pu observer et toutes ces données. Je crois que vous avez collecté plus de 700 000 données, ce qui est énorme. Et donc, pour quels résultats? Pour quelles observations? Oui, beaucoup plus encore. Je salue Muriel Reus dans l'Assemblée. Nous co-présidons tous les deux la commission stéréotypes et rôles sociaux.
Et ce travail est, je pense, vraiment très important et en phase avec les résultats de la recherche. Mon message aujourd'hui, et je le dis très solennellement, c'est que sur ces questions-là, qui sont souvent perçues comme des sujets de société sur lesquels on peut avoir une opinion X, Y, et chacun peut avoir son opinion, il y a quand même des réalités, notamment des réalités scientifiques qu'on ne peut ignorer. Et mon message, c'est vraiment de ne pas oublier d'adosser la réflexion et l'action dans le domaine de l'égalité aux résultats de la recherche. Si on se pose la question de savoir à quel moment les stéréotypes commencent à avoir des effets, on a publié ce papier dans Nature avec mes collègues du Conseil scientifique de l'éducation nationale pour montrer que sur des tests qui vont devenir des tests de maths, mais les embryons des tests de maths, dont le dénombrement, etc., sur de nombreux tests standardisés, on n'observe pas de différence garçon-fille en début de CP. Et ça, c'est tout à fait normal. La science nous dit qu'il n'y a pas de différence. Les hommes et les femmes, les garçons et les filles ont les mêmes potentialités, les mêmes chances pour faire des maths et des sciences, y compris les sciences réputées les plus dures. Mais, milieu de CP, une différence apparaît à la faveur des garçons. Et cette différence grandit encore en début de CE1. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On a réussi à publier cet article parce que les données de plus de 3 millions d'enfants, presque 4 millions, montrent que ce n'est pas un phénomène lié à la maturation cérébrale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence au départ parce que le système n'a pas assez maturé, mais que ces différences surgissent naturellement avec le temps grâce au travail de la maturation cérébrale. C'est pas ça. Le fait est que ces différences émergent avec la durée de fréquentation du dispositif scolaire. Donc notre dispositif scolaire n'est pas responsable des stéréotypes qui sont fabriqués dans la société et qui traversent l'école, mais les reproduisent. Les reproduisent très rapidement et les entretiennent avec des différences qui sont évidemment très fâcheuses. Alors, vous parlez du CP, c'est valable aussi pour les lycéens? C'est les mêmes stéréotypes que vous observez? Oui, alors personne n'avait quantifié la stéréotypie, notamment la stéréotypie de genre au lycée. Les citoyens d'aujourd'hui ou de demain, les lycéens du 21e siècle, nous l'avons fait. Nous avons publié la distribution statistique de la stéréotypie de genre et écrit ce rapport avec la collaboration de Claude Roiron, haute fonctionnaire à l'égalité filles-garçons. Quand on va chercher des traces de la stéréotypie au lycée, on n'est pas très étonné d'en trouver. On se dit, voilà une équipe de recherche qui va nécessairement trouver des choses. Non. Ce que je vais vous montrer, c'est une image grave. Si on ne fait rien, nous aurons les mêmes stats dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Donc il faut faire très attention. Je vous pose cette petite colle. Ça, c'est la distribution de l'indice synthétique de stéréotypie de genre, ce qu'on appelle l'ISS genre, dans la voie générale, pour les élèves de seconde, première et terminale. Vous avez sur l'axe des Y, donc la verticale, le pourcentage d'élèves à deviner, qui tombe dans chacune des catégories ci-dessous. C'est-à-dire combien d'élèves sont installés dans une stéréotypie qui serait plutôt contre-stéréotypie, donc une vision à l'inverse de ce que raconte le stéréotype, voire une stéréotypie forte à extrême. La stéréotypie extrême, en l'occurrence ici avec l'indice ISS genre, c'est le fait de considérer que la littérature c'est pour les filles et les maths et les sciences dures c'est pour les garçons, mais de manière caricaturale. Et puis on a des degrés là-dedans. Donc essayez d'imaginer quelle va être la forme de cette distribution. Vous nous donnez les résultats? Je donne les résultats. Voilà, dans la voie générale, ce qui vous saisit tout de suite, bien sûr, c'est ce qui se passe à l'extrême droite. Oui. Stéréotypie forte à extrême, donc cette vision caricaturale de ce pourquoi sont faits les deux groupes de sexe dans le champ des sciences et les champs plutôt littéraires. Donc c'est très inquiétant. Regardez, si vous vous focalisez sur la barre rouge notamment, c'est un élève sur deux en classe de terminale à la veille de faire ses choix dans Parcoursup qui présente cette vision hyper stéréotypée. Là où les lycéens sont absolument, mais je peux vous le dire, nos ados sont absolument convaincus que les stéréotypes, c'est les vieilles casseroles du 19e siècle et que ça ne les concerne pas. C'est une histoire de boomers, mais eux ne sont pas concernés alors qu'eux-mêmes sont alors qu'ils sont dedans pétris de stéréotypes. Et c'est la même chose pour la voie technologique, je vais très vite, et de manière encore plus nette dans la voie professionnelle. Donc la question des biais genrés métiers,
elle est effectivement très importante. On a un travail colossal à faire. Oui. Et il faut le faire, ce travail. L'éducation financière, on en parlait tout à l'heure, elle est importante, elle commence dès le plus jeune âge. Et justement, chez les jeunes, il y a une tendance, et vous en parliez tout à l'heure, qui explose en ce moment, c'est le masculinisme. Un mot rapide peut-être sur le sujet. Alors déjà, peut-être vous dire qu'est-ce que le masculinisme ? Oui. Parce qu'en fait, alors déjà, il repose sur 3 piliers. C'est-à-dire le mythe de l'égalité déjà atteinte. C'est bon, les femmes peuvent tout faire maintenant, donc il faut plus s'en inquiéter. Également, la théorie de l'inversion, c'est-à-dire que les hommes seraient devenus les nouvelles victimes de la société et de cette société qui se féminise. Et puis, donc, la crise de la masculinité avec donc même la nature de l'homme qui serait menacée. Et donc ça repose sur ces 3 piliers. On fait bien la différence, et je pense que c'est important de le dire partout où c'est possible, c'est qu'en fait, on ne peut pas comparer le féminisme au masculinisme. Le féminisme, c'est uniquement l'atteinte à l'égalité. Quand j'entends des personnes qui me disent, moi je ne suis pas, des femmes qui me disent, moi je ne suis pas féministe, ou des critiques envers les féministes, ou le féminisme en général, c'est parce qu'en fait, ils prennent la partie la plus radicale qui, du coup, va pousser les luttes parfois de façon, oui, plus radicale, mais il n'empêche que le féminisme, c'est bien l'atteinte de l'égalité, alors que le masculinisme, c'est conserver la domination masculine sur les femmes. Donc je pense je pense que c'est important de le dire. 1 ou 2 chiffres quand même pour montrer quand même, si vous les avez, des tendances fortes aujourd'hui, est-ce que vous en avez? Alors surtout vous dire que, en fait, les masculinistes adhèrent au sexisme hostile. Je vous ai parlé de 10 millions de personnes. Ils en font Évidemment, partie. ces 10 millions de personnes qui adhèrent au sexisme hostile ne sont pas des masculinistes. Par contre, les masculinistes sont des militants. Ils sont aujourd'hui organisés. Ils vont sur des plateformes se Ils sont considérés regrouper comme et une menace partager leur terroriste. haine des femmes. Donc en fait, il y a un terreau aujourd'hui de 10 millions de personnes qui peuvent, en tous les cas, potentiellement se radicaliser. Et donc, nous assumons au Conseil de l'égalité de parler donc de terrorisme misogyne quand il s'agit d'avoir une action, notamment de la part des masculinistes. Et pas plus tard que l'année dernière, c'est un jeune homme de 18 ans qui a été arrêté parce qu'il prévoyait notamment de tuer des femmes, donc au couteau, parce qu'elles sont des femmes. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et qui est bien pris en compte aujourd'hui, qui devrait l'être encore davantage, mais qui... Voilà, il y a une prise de conscience par nos services de sécurité qui commence justement à bien prendre en compte ce phénomène. Et nous, en tous les cas, on s'attelle au Conseil d'égalité avec les membres qui ont activement travaillé sur ce rapport à justement les sensibiliser et faire en sorte qu'ils agissent demain encore davantage. Il y a différents types de masculinistes, mais ceux qui sont les plus aujourd'hui suivis sont ce qu'on appelle les incels, qui sont des célibataires involontaires et qui aujourd'hui font l'objet donc d'un suivi plus particulier, notamment de nos services de sécurité, parce qu'ils sont les plus radicalisés et qu'ils peuvent agir, en tous les cas, malheureusement, avec ce type de Suivez-les sur les réseaux sociaux, c'est quand même assez perturbant, hein, leur discours. Hein. J'avais juste un dernier message, peut-être, parce qu'on pense que c'est anecdotique. Encore une fois, je vous ai parlé de 10 millions de personnes qui adhèrent au sexisme hostile, et vous dire aussi que c'est complètement amplifié sur les réseaux sociaux et qu'aujourd'hui, les plateformes n'ont aucune raison d'agir. Il y a un business de la haine qui s'est développé de façon colossale. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas les plateformes qui agiront, ça ne peut être que nos politiques et tous ceux qui agissent aussi au sein de la société. Donc je pense qu'il faut qu'on se réveille sur ces questions et qu'on ne doit pas laisser faire sur notamment Internet et les réseaux sociaux. Réveiller les consciences, oui. Merci. Madame Barbalayani, je voudrais qu'on revienne aussi sur un signe faible particulier que vous avez observé, c'est le recul de l'investissement financier des femmes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Et alors, après ce qui vient d'être dit, j'ai l'impression d'aborder un sujet qui est, disons, un tout petit peu moins dramatique, plus léger, mais quand même. Parce que ça a été dit tout à l'heure, l'autonomie et ne serait-ce que dans les situations dramatiques, la capacité à prendre son autonomie face à des situations inacceptables, ça passe par l'argent, parce que l'argent compte.
C'est d'ailleurs le meilleur conseil reçu par Margaret Atwood de sa grand-mère, hein, qu'elle raconte dans un bouquin. Alors, qu'est-ce qu'on observe comme signal faible ou comme en tout cas, sujet de préoccupation? Eh bien, on observe un très massif sous-investissement de la part des femmes qui, évidemment, est à la fois très inquiétant pour les femmes elles-mêmes, parce que ça veut dire qu'elles préparent mal leur avenir financier, qu'elles préparent mal leur autonomie financière, mais qui est aussi extrêmement inquiétant pour l'économie, parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation dans laquelle le diagnostic en Europe a été posé. On a besoin de 1 000 milliards d'investissements supplémentaires par an pour financer les grandes transitions énergétiques, digitales de l'Europe, plus maintenant le financement de la défense. Ça veut dire 1 000 milliards d'investissements supplémentaires. Et cet investissement, il va bien falloir aller le chercher quelque part. Et je déplore qu'il y ait un véritable angle mort de ce point de vue-là, qui est le sous-investissement des femmes. Alors nous, à l'AMF, nous avons beaucoup de données que nous utilisons et qui montrent effectivement qu'il y a un très gros sous-investissement chez les femmes. Alors, je vais donner 1 ou 2 chiffres, hein, je ne vais pas en donner des milliers. D'abord, on sait que ce qui rapporte le plus en termes de placement de manière intertemporelle, c'est le placement en action. Or, nous avons aujourd'hui 25% des femmes seulement qui disent s'intéresser au placement en action contre 45% des hommes. Donc les différences sont absolument majeures. De plus, ces chiffres n'évoluent pas. C'est ce qui nous a amené d'ailleurs, et j'y reviendrai rapidement, ça nous a amené à décider d'agir, et d'agir notamment en matière d'éducation financière. Tout le monde en a beaucoup parlé. Nous avons décidé de lancer un plan d'éducation financière sur les femmes et l'investissement. Parce que d'une part, effectivement, ces chiffres ne bougent absolument pas, et d'autre part, alors qu'on a gagné à peu près 300 000 nouveaux investisseurs en France entre 2022 et 2024, la part des femmes au sein des investisseurs actifs a diminué. Elle est passée de 30% à 25%. Ce ne sont pas des petites diminutions que vous évoquez là. Non. Donc ça n'avance pas dans le bon sens, oui. Et ça recule dans certains domaines. Oui. Et donc, alors après, on peut se poser la question des causes. C'est ce qu'on va faire de manière un peu plus approfondie. Donc le premier volet de notre plan d'éducation financière, femmes et investissement, ça va être de mieux analyser et comprendre les causes. Évidemment, il y a le fait d'avoir tout simplement moins d'argent, parce que la base pour investir, c'est quand même qu'il faut avoir de l'argent à investir. Les femmes gagnent moins. Les inégalités de patrimoine sont moins connues parce que je crois que l'enquête patrimoine de l'INSEE ne permet pas à ce stade d'avoir une vision claire des différences entre hommes et femmes. Mais les inégalités de carrière que j'évoquais tout à l'heure et qui sont très fortes, hein, parce que les femmes, en général, arrivent à, alors je ne sais plus ce qui a été employé comme expression, à fissurer le plafond de verre, mais pas beaucoup au-delà. D'ailleurs, quand j'étais secrétaire générale du ministère à Bercy, on m'a demandé de trouver des numéros 2 pour qu'on puisse se garder le poste de numéro 1. Donc, c'est effectivement le on, tout est dans le on. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des inégalités de revenus, des inégalités de patrimoine, des inégalités de carrière. Donc, il y a moins d'argent à la base. Mais là-dessus se greffe, et je suis très intéressée par ce qui vient d'être expliqué, des différences culturelles, des différences de stéréotypes qui jouent indéniablement un rôle très important, parce que dans nos fameuses enquêtes où on demande beaucoup de données au secteur financier, mais on les exploite, je rassure le secteur financier, nous voyons aussi que les femmes ont beaucoup de réticence à prendre des risques. Or, en matière d'investissement, d'épargne et d'investissement, il y a quand même quelques bases, notamment le couple rendement-risque. Alors, je ne suis pas en train de dire, en tant que présidente de l'AMF, mesdames, mettez tout sur la crypto, mettez tout sur des actions ultra risquées. Bien sûr que non. Mais en revanche, c'est clair que quand on n'investit pas, quand on laisse tout sur des comptes bancaires ou de l'épargne à vue, certes très garantie, mais très peu rémunérée, eh bien, on gagne moins d'argent. Et ça fait des différences très substantielles à la fin, notamment et en cas de divorce,
C'est compliqué. Alors, en cas de divorce, bon, ça c'est très connu, c'est un autre sujet d'ailleurs, c'est ce que dépensent dans un couple les uns et les autres. Très souvent, les femmes dépensent pour le quotidien, les hommes pour l'investissement, et c'est le fameux syndrome du pot de yaourt. Alors, je voudrais juste citer un dernier chiffre qui est très intéressant que nous disent nos enquêtes. Les femmes il y a vraiment un problème de confiance. Et ça a été dit aussi, la confiance est à la clé de tout. Les femmes ont une auto-évaluation qui est assez négative de leur connaissance en matière financière. Oui. Quand on pose la question, est-ce que vous avez le sentiment de vous y connaître en matière financière ? 27% des femmes disent très mal s'y connaître, contre 14% des hommes. Alors, ce qui est assez cocasse, d'ailleurs, c'est que derrière, nous testons les compétences réelles. Et alors là, les différences sont beaucoup moins importantes, elles sont quasiment nulles, mais c'est quand même tragique. Mais oui. Parce que ça montre que on est bien dans les soit les hommes là. se surestiment, soit les femmes se sous-estiment. Non, c'est pas leur genre. Pardon, soit messieurs. le truc est au milieu, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Parce qu'effectivement, 27% d'un côté, 14% de l'autre. Oui. Et en fait, sur les connaissances, il y a quasiment pas de différence. Donc il y a un vrai problème de confiance. Voilà. Merci. On peut évidemment... Oui, merci pour toutes ces données factuelles. On n'est pas dans l'interprétation là. Je voudrais passer la parole maintenant à vous, Béatrice Kozowski. Où sont les femmes dans la tech ? Pourquoi elles n'y sont pas ? On pourrait faire une chanson aussi, où sont les femmes dans la tech ? On est dans une situation très paradoxale. Le secteur de la tech est créateur net d'emplois depuis plusieurs années. Donc je dirais que c'est une dynamique très positive, mais structurellement, il y a un déficit de représentation des femmes. En France, c'est 29% des effectifs qui travaillent dans la tech, et un chiffre aussi qui fait mal, 11% dans les équipes de développement. Donc ça, évidemment, c'est très problématique. C'est systémique, bien sûr. Les causes racines. Ce qui est intéressant, c'est de regarder à la source, quand on se tourne vers nos talents pour le recrutement. En fait, on va trouver des pourcentages, comme vous le savez, dans les écoles d'ingénieurs qui sont assez faibles. Mais en fait, on mesure aussi de l'érosion après, à l'entrée du monde professionnel, et une difficulté, une attrition en fait, qui est un petit peu plus importante. Dans le monde de la tech, encore. Et pourquoi les femmes ne restent pas dans la tech, selon vous ? Comment vous pourrez... Donc, vous, par exemple, vous êtes confronté à ce problème-là ? On a parlé de beaucoup de... Alors, moi, je tiens à dire que chez IBM, pour toute la partie en dehors du consulting, j'ai moins de 1% d'attrition. D'accord. Sur la partie consulting, on a de l'attrition. Dans le domaine du service, c'est fréquent. On a une attrition qui est très faible, malgré tout. Je pense que ce qui est important, c'est de leur donner confiance. J'ai entendu tout à l'heure le terme de confiance. Moi, il y a un chiffre qui vraiment me touche beaucoup et sur lequel on travaille. C'est qu'en fait, on a rendez-vous avec l'IA. Pour moi, c'est l'opportunité. On a fait une étude mondiale qui montre qu'aujourd'hui, en France, 23% seulement des femmes sont à des postes de responsabilité pour prendre des décisions sur l'IA. C'est 33% en Europe et certains pays sont à 41%. Donc là, on a un déficit de capacité à avoir un impact. Donc c'est important sur les collaborateurs, les managers, mais aux postes qui prennent les décisions sur l'IA, je pense que là, on a un sujet. Mais d'ailleurs, je suis persuadée, là, par exemple, parce que je crois que vous avez beaucoup de clients dans la salle. On est très proche du secteur. Oui, on travaille ensemble sur ces sujets. Vous avez tous des DSI dans vos entreprises. Et ce sont des hommes ou des femmes ? Il y a des femmes. Il y a des femmes. D'accord. Il y a des femmes. Bon. Mais moi, je reviens sur ce secteur qui est créateur net d'emplois. Il y a une diversité de métiers. Il y a des rôles essentiels pour les ingénieurs. Il y a des rôles essentiels pour les personnes qui ne font pas des études. Et ce que je tiens à dire, c'est que j'ai fait une modélisation à 2030. 130 000 jobs qui sont attendus, qui ne seront pas pourvus si on ne rectifie pas le tir. C'est impossible de tout combler avec les formations initiales. Donc en fait, on doit solutionner ça avec... Évidemment, mettre l'accent sur les formations initiales, mais la reconversion, on a la chance inouïe d'avoir un taux de succès sur la reconversion, et en particulier pour les femmes. Il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens. Et j'ai même fait dans la presse un appel aux femmes qui sont au foyer, qui ont envie de retravailler, qui n'ont pas forcément vraiment confiance en elles, pour leur dire...
franchement, on vous ouvre les bras parce que c'est tout à fait possible de reprendre un métier. Et je voudrais juste insister sur 3 compétences. On a fait toutes les études, j'ai consulté toutes les études de la Terre, les nôtres en interne, nos conseils, etc. À l'arrivée, on arrive tous à la même conclusion. Les compétences de demain à l'ère de l'IA, évidemment un socle sur l'IA totalement maîtrisé, mais les 3 compétences qui sont vraiment des compétences humaines, c'est la capacité à créer la confiance, la capacité à régler des problèmes complexes et la capacité à prendre du recul et à avoir un jugement critique. Donc pas on est forcément d'accord besoin que c'est d'être... quand même très prometteur et ouvert à toutes les femmes. Donc vous Voilà. dites qu'on n'est pas forcément besoin d'être d'ailleurs ingénieur pour être dans la tech, On a c'est besoin ça d'ingénieurs absolument, absolument, et on a besoin d'autres profils compétences. très variés et qui peuvent vraiment trouver un épanouissement très fort dans la tech. Alors, permettez-moi peut-être de parler de vous un peu, parce que vous n'êtes pas une femme qui avait fait des études d'ingénieur, il me semble. Non. Et ça s'est bien passé, votre parcours? Oui, ça reste un complexe, je le dis, parce qu'il y a des moments où je me retrouve dans des situations où il faut un niveau de profondeur technique très fort. Mais d'un autre côté, j'ai des gens sur qui je peux m'appuyer autour de moi. Donc, mais je tiens à dire quand même que je n'ai pas un niveau de confiance maximal par rapport à ça. Pour autant, je me dis que tant que je peux avoir un impact, j'y vais. Mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, évidemment que j'ai pas eu un parcours avec un long fleuve tranquille, ça, je peux vous le dire. Mais d'un autre côté, j'ai été extrêmement encouragée tout au long de mon parcours par des hommes et des femmes, et de pouvoir être dans une entreprise qui est totalement volontariste sur le sujet depuis 1933, quand même, 1933. Donc, Vous ça, avez c'est été assez important. pionnier quand même. Quand on regarde Oui. l'histoire d'IBM, Et très surtout pionnier qui sur a l'égalité des hommes-femmes. réaffirmer ses valeurs à un moment donné où subitement, Oui. voilà, il n'y a pas si longtemps que ça, on a vu des valeurs disparaître. Et je pense qu'à un moment donné, il faut être quand même sur la durée, il faut être cohérent et il faut être engagé. Bon, le leadership féminin, c'est... Pardon. Il y a des pièges sur scène. J'ai failli disparaître. Mais en tout cas, le leadership féminin, ça devient vraiment une possibilité en fait dans ce domaine. Alors honnêtement, la chose qui pour moi a le plus évolué dans le quotidien et la prise d'impact, je dirais, c'est quand j'ai commencé à travailler, il y avait un seul style de leadership qui était connu, reconnu, qui avait des codes très masculins. Ensuite, il y a eu une évolution où il y avait des catégories de leaders dans lesquels il fallait rentrer. Donc déjà une ouverture, mais quand même des catégories. Moi, je le vois complètement différemment aujourd'hui, c'est-à-dire que le leadership, c'est se révéler tel qu'on est, sa marque de fabrique, mais la magnifier. Ce qui veut dire que ça donne vraiment la chance à chaque personne. Et on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le leadership des femmes. Et on essaye de les aider à aller chercher au fond d'elles ce qui est vraiment leur ADN et comment elles peuvent le faire ressortir. Et je voudrais juste rebondir sur une chose, c'est qu'à l'ère de l'IA, là, on vient de revisiter, notre président mondial a redonné un nouveau référentiel des compétences des leaders. Et il y en a 3 qui sont ressorties, qui sont nouvelles, vraiment affirmées comme ça, nouvelles, au milieu des 7, la prise de risque. Donc ça, vraiment, pour moi, c'est absolument clé. Comment on aide les femmes à prendre plus de risques et comment on les met dans des situations qui, en fait, ne sont pas des risques. Voilà, comment on les expose en accéléré. La deuxième chose, c'est la capacité à débattre et la friction, accepter la friction dans la transformation. Débattre, oui. La friction, souvent, j'ai remarqué que c'était difficile parce que les femmes ont un sentiment d'appartenance et qu'elles se disent que si elles sont en friction, elles vont peut-être reculer un petit peu sur l'appartenance. Donc là, il faut vraiment les accompagner. Et la troisième dimension, c'est la capacité à inspirer. Et là, c'est justement ce qu'on disait, c'est la capacité à se magnifier. Très bien. Merci vraiment pour ces propos, parce que ça fait du bien d'entendre ça aussi, sur des solutions bien concrètes. On explose un peu le timing. Est-ce que j'ai le droit de dépasser encore un peu? Pas comme c'est passionnant, un petit peu, un tout petit peu. Parce que j'ai encore un sujet avec vous, Pascal, qui m'intéresse aussi beaucoup, parce qu'on en a parlé un peu pour préparer cette séquence. Ce sont les biais implicites. En fait, nous tous là qui sommes dans cette salle, nous avons des biais implicites. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Oui, en 2 mots, évidemment au niveau explicite, c'est-à-dire lorsqu'on nous interroge, nous avons donc une capacité toutes et tous de contrôle de nos réponses. Nous connaissons les réponses socialement désirables et je m'adresse aux hommes dans cette assemblée. Nous ne trouverons personne pour nous dire bon, il y a quand même un sujet avec les femmes dans le domaine des maths et des sciences, elles sont intrinsèquement inférieures, etc. Personne ne dit ça aujourd'hui. C'est très rare, même si tout est décomplexé et de plus en plus.
Au niveau implicite, nous avons des méthodologies pour aller regarder comment les stéréotypes ont influencé depuis notre enfance les câblages de la mémoire sémantique. Bref, on est dans l'ordre des mécanismes automatiques, les automatismes cognitifs, qui, dans l'ordre de la stéréotypie de genre, nous permettent d'associer plus facilement hommes et sciences, hommes et maths, par exemple, que femmes et sciences, femmes et maths. Ça, c'est un biais. Il se mesure. De même qu'on peut essayer de mesurer un autre biais qui est la capacité avec laquelle on associe hommes et réussite économique et entrepreneuriale par rapport à femmes et réussite économique et entrepreneuriale. On n'est pas au niveau des mécanismes implicites, encore une fois, dans des choses qui entrent dans le champ de la conscience. Les processus automatiques peuvent être dans le champ de la conscience, mais alors ils sont difficilement contrôlables, voire ne sont pas du tout dans le champ de la conscience. Pourtant, influencent nos comportements. Donc il faut savoir, il faut prendre conscience de cette réalité. Donc on a publié cet autre papier il y a déjà un petit moment chez les scientifiques eux-mêmes. Comment ça marche? Est-ce que les scientifiques qui évaluent leur pair, un PAIRS, sont porteurs de biais dans tout le spectre de la physique des particules jusqu'aux sciences politiques, par exemple? Là, je vous situe l'ampleur du biais dans une étude qu'a faite Nosek et son équipe pour la moyenne de 61 pays. Également l'indice pour la population générale française. Ce que vous avez sur l'axe vertical, c'est l'ampleur du biais. Typiquement, la difficulté associée femmes et maths, femmes et sciences par rapport à hommes et maths et hommes et sciences. Cette difficulté-là. Donc, chez les scientifiques, peut-on trouver la trace de cette difficulté? Voilà. Oui. Oui. Et c'est ça qui est étonnant. Et je vous montre ces résultats parce que, bon, moi-même, je suis issu du CNRS et je fais acte de modestie, je ne voudrais pas faire penser que les scientifiques n'ont pas de biais. Évidemment, les scientifiques ont eu une socialisation eux aussi, ont trempé dans une société qui les a modelés d'une certaine façon. Donc, ces biais, on les trouve. Nous avons fait une grande étude avec le concours notamment de Véronique Brunner et Alice de Maximi sur les personnels de Bercy. 12 000 participants, 12 000 personnes, hommes et femmes, ont accepté de se livrer aux 2 tests qui étaient mis en ligne et qui testaient justement ces relations dont on vient de parler et qui, je le redis, sont fondées sur des mécanismes assez automatiques, rapides, qui se déploient sans effort et qui peuvent influer sur nos comportements. Donc là, vous avez le score de stéréotypie implicite, donc l'ampleur des processus automatiques, en quelque sorte, pour différentes populations. On remet les scientifiques, les entrepreneurs, les investisseurs et la question du ministère. Voilà. Ici, on ne peut pas dire que dans l'enceinte de Bercy, on échappe nécessairement à la règle. Et Monsieur Lescure est parti. Voilà. Donc, je remercie d'ailleurs le ministre Roland Lescure qui a encouragé cette étude, avec l'idée, comme à la direction générale du CNRS d'ailleurs à l'époque, de dire si nous présentons un certain nombre de biais, eh bien mesurons-les et essayons de faire quelque chose par rapport à tout ça. C'est quand même la bonne attitude. La première des choses, c'est si on veut mettre à terre un ennemi, c'est d'abord de l'identifier, à minima. Et c'est le cas là. C'est pas repérable dans les discours, ce que je vous montre. C'est vraiment des fonctionnements automatiques qui s'expriment en relation avec la mémoire sémantique. En tout cas, la morale de l'histoire, malheureusement, on va devoir conclure cette séquence. Oui, ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est présent dans toutes les catégories de personnel. Ne croyez pas que parce qu'on est à la direction, on échappe à ces biais. C'est un message important, si vous me permettez. Et dernier point, quand on regarde les associations avec la réussite économique et entrepreneuriale, on a une moyenne, sur les 12 000 personnes, on a une moyenne négative qui nous dit quoi? Qui nous dit que les 12 000 personnes, en moyenne, sont allées plus vite pour associer les femmes à la réussite économique et entrepreneuriale. On se dit, tiens, c'est quand même un résultat un peu bizarre, mais peut-être que ça marche comme ça. Mais quand on dévoile la réalité est tout autre pour les hommes et pour les femmes. C'est-à-dire que ce score négatif est essentiellement dû aux femmes. Les hommes sont totalement opposés dans leur tendance et continuent à associer réussite économique et entrepreneuriale aux hommes. Donc voilà, ça c'est ce qui se passe sous la surface. Il faut aller sous la surface. Et je rappelle pour terminer,
une chose simple, c'est que la prise de conscience en tant que telle de ces phénomènes n'est pas la garantie absolue de pouvoir les éliminer, mais ça commence par là. Et en tout cas, on sait que cette prise de conscience, elle a des effets sur les comportements, notamment lors des promotions, lors des recrutements, des évaluations des personnels. Voilà. Merci beaucoup pour ces explications. Merci. Le temps nous est malheureusement compté, on va devoir conclure. J'aurais plein de questions encore à vous poser sur l'IA biaisée, etc. Mais peut-être que vous pouvez glisser un mot dans votre conclusion. Mais peut-être que juste pour terminer, vous avez tous les dirigeants des grandes banques et des assurances aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez envie de faire passer comme message les uns les autres? Bérengère Couillard, vous commencez? Avec peut-être une solution que vous avez en tête, je ne sais pas. Vous avez carte blanche, mais rapidement. Alors, très rapidement, on a un certain nombre de recommandations qui concernent pas tant un certain secteur. Moi, je parlerai globalement aux personnes présentes, parce que vous travaillez évidemment dans vos secteurs respectifs, mais vous êtes aussi, pour beaucoup, mère, père de famille, et donc vous avez aussi un rôle à jouer dans l'éducation de vos enfants. Je le disais tout d'abord, on n'élève pas nos filles et nos garçons de la même manière. Et ça a une incidence énorme sur aujourd'hui toutes les inégalités dont on parle. Et donc, même si les choses ont évolué pour les petites filles, l'éducation de nos garçons n'a pas beaucoup évolué. Et donc, je pense qu'on a, chacune et chacun, une responsabilité à son niveau pour justement agir et faire en sorte que la prochaine génération soit avec moins de biais genrés. Parce que la génération actuelle est un peu sacrifiée déjà, et donc je pense qu'il faut qu'on travaille vraiment pour la génération qui n'est pas encore née. Donc vraiment, je nous encourage à agir collectivement. Très bien, on va penser à cette génération qui n'est pas encore née. Marianne Barbalayani, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour conclure? Alors, deux choses. D'abord, une note d'optimisme, parce que j'ai la joie d'être accompagnée aujourd'hui dans cette réunion par quelques personnes de l'AMF, dont 2 jeunes femmes, qui se sont mobilisées pour créer un réseau féminin au sein de l'AMF. Donc j'espère qu'elles rejoindront bientôt Financiel, et qui ont aussi décidé que ce réseau féminin non seulement s'investirait dans la promotion de la diversité, de la parité, mais qu'il s'investirait aussi sur le plan femmes et investissement. Donc je suis extrêmement optimiste, parce que nous avons des alliés et que nous allons, je l'espère, réussir. Alors maintenant, bon, ce qu'on disait tout à l'heure, là, qu'il faut travailler pour les gens qui naissent maintenant, bon, c'est effectivement... Oui, c'est exact. Espérons qu'on peut aussi travailler pour ceux et celles qui sont dans la salle aujourd'hui, et ceux qui sont... franchement, dans le domaine que j'ai évoqué, la prise de conscience que ces sujets de parité ne sont pas que des sujets d'injustice ou de justice. Ils sont d'abord des sujets d'injustice ou de justice, mais ce sont des sujets de performance économique, et ce sont aussi des sujets où le secteur financier, me semble-t-il, a beaucoup d'argent à aller chercher pour mieux faire travailler l'argent des Français, mais aussi des Françaises. C'est, comme je le disais tout à l'heure, un peu un angle mort, et je pense qu'il faut aussi trouver des modalités pour convaincre les femmes d'avoir plus confiance, de surmonter ces barrières. Ça sera pour le bénéfice de l'économie, au passage pour le bénéfice du secteur financier d'ailleurs, mais ça sera aussi, je pense, un signal très important dans un univers qui n'a pas toujours été perçu comme ultra féminisé. Je crois qu'il y a 2% des banques dans le monde qui sont dirigées par des femmes, aucune grande banque dirigée par une femme en France. Il y a une Française qui dirige une grande banque en Europe, mais pas en France. Et il y a très peu de femmes qui sont à la tête de ces institutions, mais c'est un des indicateurs. Il faut effectivement aller chercher aussi l'argent des femmes, parce que ça sera bien pour les femmes, et ça sera bien pour la France. Voilà. Exactement. Pascal Huguet. Au sujet de l'IA, parce que j'étais invité à évoquer cette question, si on trouve des biais dans l'IA, et si on veut les corriger en tout cas, la première des choses, c'est pas du tout un problème d'informaticien, mais pas du tout, c'est de corriger les productions humaines, puisque l'IA utilise les productions humaines.
si elles sont beaucoup plus justes, l'IA nous recrachera des choses beaucoup plus justes et équitables. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que, je le dis souvent avec conviction, je le dis à mes collègues aussi, enseignants et cadres de l'éducation nationale, on ne peut pas tout résoudre tous les problèmes avec la science. Mais vouloir les résoudre sans elle, ça, c'est une folie. Et c'est assez largement ce qu'on est en train de faire pour un certain nombre de sujets qui sont des sujets majeurs d'avenir. Donc méfiance, ne déshabillons pas les organismes de recherche, laissons-les monter en puissance. Utilisons la science, c'est bien, très bien, merci. Béatrice Kosowski, c'est à vous que revient le mot de la conclusion de cette table ronde, grande responsabilité. Donc, ma première recommandation, c'est peut-être de regarder avec le prisme de qui prend des décisions importantes sur l'IA dans les entreprises pour voir effectivement si on peut retrouver cet équilibre et une belle représentation des femmes et d'avoir des programmes de mise en situation. Pour moi, la prise de risque, c'est comme un muscle qui se travaille. Je pense qu'on peut énormément aider. Vous êtes des professionnels du risque et je pense que là, on a un double sujet. C'est est-ce que je prends des risques ou pas ? Et un biais, moi que j'ai vraiment observé chez les femmes, de surévaluer la dangerosité en fait d'un job, d'une situation, d'une décision. Donc je pense qu'on a les moyens de mettre en situation et de rassurer, de recréer de la confiance par rapport à ça. Très bien, merci beaucoup, merci à tous les quatre.